Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses, si nombreux aujourd'hui pour assister à cette rencontre avec Chloé Delhomme et un invité mystère. Ah ben voilà, l'invité mystère arrive de suite. Je vous demande d'accueillir Luz également. Merci à tous les deux, Chloé Delhomme, Luz. On est très heureux de vous accueillir sur cette scène de l'Agora. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation du Festival du Livre de Paris autour d'une rencontre au titre évocateur et clair comme de l'eau de roche, faire imploser les phallus. Et s'il fallait en arriver là pour que les hommes cessent enfin de violer, et s'il fallait en arriver là pour que enfin les relations entre les sexes, entre hommes et femmes, se basent désormais sur des relations de respect, de consentement, sur des relations d'égalité. On va en parler lors de cette rencontre autour de vos deux livres que je vais présenter de suite. Nous avons Phallers de Chloé Delhomme, publié chez Point, dans une collection Point féministe, et puis Testostérore, la nouvelle bande dessinée de Luz chez Albin Michel. Je les pose ici. Je précise qu'on projettera des planches de Testostérore au fur de cette rencontre. Elles sont en train d'être mises dans la machine. Un PowerPoint. Un PowerPoint. On a toujours besoin d'un bon PowerPoint. Un vendredi. Et oui, avant d'aller. Est-ce qu'il faut en arriver là? En effet, Chloé Delhomme, dans Phallers, vous mettez en scène, c'est le cas de le dire d'ailleurs, un groupe de femmes, femmes de tous âges, qui ont toutes été victimes de violences et qui surtout toutes sont désormais dotées d'un super pouvoir, celui de faire imploser les phallus des importuns, des agresseurs, des violeurs. Et quant à vous, Luz, dans Testostérore, on vous suit et on suit un drôle de personnage, Jean Pat, qui est un mec lambda qui se rêverait au début de la BD mal alpha, mais qui a pas tout à fait les moyens ni les compétences pour l'être. Alors, je vais commencer par vous présenter très très brièvement. Chloé Delhomme, vous êtes l'autrice aujourd'hui d'une œuvre importante au croisement de différents genres, de différentes esthétiques, la fiction, l'autofiction, la littérature expérimentale, des fragments poétiques, mais aussi la chanson, la musique. On en parlera sans doute au cours de cet entretien parce que paraît aussi en même temps que Phallers un disque chez Doki Doki. Et aujourd'hui, on va parler de Phallers, mais je tiens quand même à rappeler que vous avez remporté en 2020 le prix Médicis pour Le Cœur synthétique, paru au Seuil, et qu'on s'était à peine remis de la lecture de Pauvre folle, formidable roman paru en 2023, que vous revoilà dans les librairies avec Phallers. On va y revenir d'ailleurs, un livre qui est intimement lié au livre précédent. Voilà. Quant à vous, Luz, après avoir dessiné pendant plus d'une vingtaine d'années, me semble-t-il, chez Charlie Hebdo, vous êtes consacré ces dernières années à la bande dessinée, d'abord chez Futuropolis, puis chez Albin Michel. Et on se souvient toutes et tous, j'imagine, de l'adaptation de Vernon Subutex, qui est paru chez Albin Michel en 2 volumes. C'était 2020 et 2022, donc une adaptation BD de Virginie Despentes. Chloé, pour commencer avec Phallers, je disais donc qu'il y avait un lien très fort avec Pauvre folle. On peut même parler de spin-off d'une certaine manière si on était dans l'univers de l'audiovisuel et des séries. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce lien, nous préciser les choses? Alors, dans Pauvre folle, l'héroïne qui est moi en pire, mais qui s'appelle Clotilde, a l'idée de faire un court-métrage, ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'initialement, Phallers devait être un court-métrage. J'avais le producteur et la chaîne, mais aucun guichet ni le CNC n'a voulu financer l'explosion de phallus à l'écran. Donc j'étais bien dépitée. Je m'en suis ouverte à Gabriella Larin, la directrice de la collection Point Féministe collection Point Féministe, parce que nous sommes copines. Donc je suis allée chouiner que c'était pas possible ce pays. Et là, elle m'a dit mais fais-moi un livre. Et donc je pense que la forme livre finalement s'y prête plus parce qu'à l'écran sur un court métrage de 12 minutes, on aurait eu l'aspect grand guignol.
mais pas toute l'intériorité, toute la réflexivité sur la culture du viol. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et paraît également un album directement lié. Oui, également. Comme j'avais fait pour Le Cœur synthétique, il y avait les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine en disque. Et là, il y a Sentiment négatif, où les chansons... Parce que dans le livre Fallers, l'héroïne Violette a un groupe de musique, les Fallers travaillent sous couverture. Il y a 4 chansons qui sont liées à l'intrigue, enfin qui sont des scènes du livre. Et ces 4 chansons existent sur un album qui en a 10, qui est disponible sur les plateformes et sur le site de Doki Doki sur le Bandcamp. Ouais. Alors Luz, dans Testostérone, j'ai commencé à parler de ce fameux Jean Pat qui, dont je disais tout à l'heure que c'est un mec un peu lambda, je ne sais pas si vous accepterez cette expression, mais qui se rêve en mal alpha et qui a du mal à l'être parce que, eh bien, éclate une pandémie, une sorte de virus qui a pour effet principal de s'attaquer à la testostérone. Et de faire gonfler les testicules, parce que d'un côté, on fait imploser les phallus, et de mon côté, c'est plutôt faire gonfler les testicules, puisque déjà elles sont gonflées dans la tête de ces hommes alpha. Oui, et de plonger la moitié de l'humanité, cette moitié masculine, dans la douleur, dans la panique et dans l'affliction. Alors, évidemment, la pandémie, on pense tout de suite à celle que nous avons tous collectivement traversée il y a quelque temps, mais au-delà de ces circonstances récentes, aussi au-delà de votre lecture de Virginie Despentes, de l'adaptation de Vernon Subutex, dont j'imagine qu'il y a aussi des liens forcément entre ce travail d'adaptation et cette nouvelle création, j'ai quand même l'impression que vous portez ce livre depuis longtemps en vous, que vous y avez travaillé combien de temps, 5-6 ans? À peu près, oui, mais c'est un travail c'est pas forcément un travail de longue haleine, c'est plutôt un travail de petites mains, de petites notes, de petites phrases dans un coin, de petits dessins dans un autre coin. Et effectivement, c'est un bouquin qui est vieux dans ma tête, parce que j'avais envie de parler de ces dimanches où les hommes, de ces dimanches familiaux où dans ma famille, les hommes étaient à l'apéro et puis les femmes étaient à la cuisine, et où les deux fumaient, c'était le seul vrai point commun, et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qu'il y avait que quelque part cette fracture invisible était finalement toujours un peu là. Et puis à un moment donné, il y avait, on entendait beaucoup de ouin-ouin chez les mecs, et je me suis dit, peut-être que d'ailleurs c'est peut-être un point commun, c'est-à-dire que quitte à ce qu'il y ait du ouin-ouin, autant que ce soit pour de très bonnes raisons. Et moi, la très bonne raison, c'était effectivement trouver cette espèce d'épidémie avant que l'épidémie arrive. Donc merci. Enfin, merci, pas merci le Covid. Mais... T'as pensé à l'épidémie avant le Covid ? Oui, c'est pour ça, j'avais noté épidémie, et puis paf, du coup j'ai appris que c'était pas une épidémie, c'est une pandémie, quand c'était mondial. Et oui, j'avais pensé ça avant. Donc c'était génial, parce qu'après il y avait tout le scénario devant soi qui se déployait, une partie, ouais. Et oui, il y avait là, à un moment donné, une espèce de nécessité de faire finalement de mettre d'illustrer finalement les larmes masculines ou alpha qu'on voyait se répandre un petit peu à longueur d'édito et à longueur de BFM, etc. Où je dis, bon, on va essayer de leur remettre pour leurs larmes, en fait. Voilà, c'était ça un peu mon idée aussi de base à un moment donné. Alors, ce sont 2 livres, je le dis tout de suite à l'attention du public, très drôles, mais très férocement drôles d'une certaine manière. Chloé Delhomme, en sortant de votre précédent livre, Pauvre folle, qui avait une
tonalité peut-être plus grave, plus mélancolique, même si évidemment, comme toujours chez vous, le récit est traversé par des ouvertures ironiques, comiques, tragico-comiques. Voilà. Je me suis dit, tiens, elle se livre à un véritable jeu de massacre assez jubilatoire. Comment s'est déroulée l'écriture de ce nouveau livre? Est-ce que c'est allé très vite? Est-ce que... C'était pas si rapide pour des questions de temps. C'est-à-dire que je l'ai commencé pendant Pauvre folle. Donc du coup, c'était dans les interstices. Je l'ai fini il y a quelques mois seulement. Donc c'était un petit chapitre par-ci par-là, mais je savais parfaitement où j'allais. Par contre, j'avais toute ma structure. Et la seule surprise, ça a été la découverte d'un épisode de la série Maggie que les jeunes gens ne doivent pas connaître. Et ça, c'est un ami qui m'en a parlé. Mais sinon, j'avais tout le déroulé. Et parlez-nous un petit peu de Violette, parce que Violette, ouais. Alors, parce que Fallers, voilà, s'ouvre sur un portrait d'une jeune femme en fuite, de la même manière d'ailleurs que Clotilde au début du roman précédent, est elle aussi en errance, en trajet, en chemin, en voyage. Oui, c'était l'année où les femmes se carapatent dans mes ouvrages. Violette, en fait, Fallers, c'est un roman d'apprentissage. Indépendamment du côté Grand Guignol. Et Violette a 17 ans, elle a été victime d'abus de la part de son beau-père depuis longtemps, mais le don des Fallers se déclare pendant une agression sexuelle. Parfois la première, parfois la énième. Elle, c'est sur la énième. Et donc du coup, on la retrouve au début du livre, elle vient, on le comprend, d'appliquer le don sur le beau-père. Elle ne sait pas dans quel état elle l'a laissé. Elle culpabilise énormément par rapport à sa mère. Elle erre et le groupe des Fallers va tomber sur elle. Mais au début, Violette est rétive à la violence. Elle n'est pas pour la loi du talion. Elle a trop connu la violence dans son foyer familial pour avoir envie de l'appliquer. Et c'est peu à peu qu'elle va finir par se laisser convaincre par le modus operandi des Fallers. On l'a entendu, on est presque dans un roman d'initiation, un roman d'apprentissage d'une certaine manière, avec cette nécessité pour Violette de faire un trajet, de progressivement s'approprier ce qu'elle vit d'abord comme une forme d'effroi et qui va se révéler être un don. J'ai l'impression que chez vous, Luz, votre personnage, c'est presque un roman graphique de désapprentissage. Il fait le chemin inverse d'une certaine manière, ou en tout cas, si le personnage de Chloé va aller vers une certaine puissance, une certaine maîtrise de ses pouvoirs, le vôtre, lui, ce qu'il va gagner en chemin, c'est la fragilité. Ouais, mon personnage principal, Jean-Pat, c'est un peu un kaléidoscope il est un kaléidoscope des hommes qu'il a rencontrés dans sa vie. Donc ça peut être son père, son grand-père, ses collègues, ses voisins, etc. Mais il s'est jamais posé la question de savoir qu'est-ce qu'il était lui en tant qu'homme, parce que la société lui pose aucune question sur le sujet, parce que tout roule, parce que là il n'y a pas eu aucune remise en cause. Il y a aussi, c'est un bouquin qui parle, c'est un bouquin après MeToo, mais qui parle d'un monde qui s'est pas aperçu que MeToo était passé par là en fait. Et ça existe. Vraiment. Il y a plein d'endroits en fait en France où MeToo n'est pas rentré. Enfin, c'est pas un concept qui est rentré dans pas mal de chaumières et dans pas mal d'esprits de mecs. Quelque part. Lui, c'est juste, c'est un type qui est comme beaucoup d'hommes de sa génération, mais peut-être encore de l'autre génération, qui est dans un bain qui est dans son bain de virilité, qui est né dans la, comment dire, nous, enfin, en général, nous les mecs, on est dans un bain avec des fantasmes virils. On est dans une espèce de jacuzzi où tous nos ancêtres ont pété dedans, et en fait, on ne se rend même plus compte de l'odeur. Grosso modo, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Et à côté, il y a d'autres personnes plutôt
plutôt les femmes qui se disent ah bah tiens, vraiment ça pue en fait par ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ne voudrez pas remettre en cause un petit peu ce mythe de la virilité dans lequel vous baignez et que vous ne remettez pas en cause? Et à un moment donné, peut-être c'est la question que je pose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut si un MeToo ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut pour certains hommes pour remettre en cause leurs attitudes, pour remettre en cause finalement la société dans laquelle ils sont baignés, pour remettre en cause aussi le mythe de la virilité qui est aussi qui se situe dans la rétention des émotions, qui se situe dans une espèce de partage aussi des tâches naturelles. On va s'occuper des choses sérieuses, on va être un entrepreneur, mais on ne va pas s'occuper du domestique. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui fait à un moment donné, qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses? Alors peut-être une maladie, quelque chose qui viendrait de l'extérieur, puisque ça ne peut pas arriver, ça ne semble pas arriver de l'intérieur. Oui, alors on ne s'occupe pas du domestique, mais on s'occupe du bricolage, hein, et on le voit sur cette planche qui a été retenue avec Jean-Pat. Oui, bah, le bricolage, c'est un... alors là, on voit le bricolage, mais on voit aussi ce côté aussi gamin qui le bricolage, il est là pour effectivement à la fois comme une extension de la bite, ça c'est évident, mais aussi il y a ce truc assez marrant, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, faut aller à Bricoman, par exemple, il y a des endroits qui s'appellent Bricoman. Monsieur Bricolage, donc on sait déjà qu'on s'adresse à un public particulier. Et par contre, les outils qui sont là-dedans, c'est la perceuse, c'est féminin, la ponceuse, c'est féminin. Et l'espèce de truc, c'est que l'objet que l'on a en main, c'est déjà une prise de pouvoir sur le féminin. Alors, donc, du coup, c'était important en tout cas de mettre le bricolage au cœur de cette histoire. Mais au cœur de cette histoire, il y a beaucoup de trucs aussi. Il y a encore beaucoup de trucs. Vous l'avez dit, Chloé, tout à l'heure, ce qui caractérise peut-être Violette au départ, c'est la culpabilité comme sentiment premier. Et pour pouvoir s'en défaire, il va falloir effectivement qu'elle fasse communauté avec ce groupe de femmes, les Fallers. Pour avancer un petit peu dans le livre, est-ce que vous pourriez nous parler de cette drôle de communauté, où elle vit, comment elle s'organise, qu'est-ce qu'elle fait? Alors les Fallers, elles sont une grosse vingtaine, elles ont tous les âges puisque le don s'est développé partout. Et elles habitent dans une espèce de grande maison qui appartient à l'une d'entre elles. Oui, il fallait que j'ai une grosse bourge dedans pour qu'elles puissent les loger. C'était trop compliqué et je les voyais pas avant habiter dans un squat en fait. Et en fait, elles ont des entraînements. Donc, elle repère j'ai un DRH, par exemple, qui a abusé de tout le monde. Elle repère des prédateurs qui ont déjà commis des exactions qui n'ont pas été punis. Elle les kidnappe et elle s'entraîne. Elle s'entraîne à leur serrer le phallus parce qu'en fait, avec le don, elles se concentrent, mais elles maîtrisent le pouvoir, donc elles explosent ou pas. Donc, elles s'entraînent. Elles apprennent aussi un tas de choses elles ont des cours sur les féminismes, sur la culture du viol dans la pop culture, sur la poésie. Ça m'a permis de mettre un poème de Renée Vivien, qui est une grande autrice du début du siècle, invisibilisée. Et puis elles font aussi parce qu'il faut bien qu'elles financent leurs actions quand même. Elles sont 20, ça coûte cher pour manger. Donc, elles ont un groupe de spectacles qui s'appelle les Purple Bubble, avec lesquels elles se produisent, notamment en soirée étudiante, ce qui leur permet en fait d'agir très concrètement sur les prédateurs, tout en ayant cette couverture et de faire leur spectacle. Et après, elles préparent pour la fin la grande exaction finale, la grande vengeance. Dont on ne dira rien. Dont on ne dira rien sur les très nombreux et reconnaissables prédateurs français, qui sont parfois des monstres sacrés du cinéma ou des présentateurs journalistes qui ne sont toujours pas inquiétés ou qui bénéficient de non-lieux pour certains producteurs célèbres. Et elles vont faire le boulot.
Et comme Philippe Soler c'était déjà mort, elles n'ont pas pu s'en prendre à lui. Luz, on parlait de bricolage. Alors, c'est tout un système en fait, hein, le virilisme et le masculinisme. On le voit bien dans ces premiers chapitres qui sont de véritables chapitres d'exposition, avec le jardin, avec le barbecue, avec la bande de potes, avec des familles, puisque Jean-Pat a une famille, hein, un rapport très particulier avec son fils Jean-Claude par exemple, et avec son père. Oui, je pense qu'il y a... et puis, sa femme aussi. Je voulais aussi parler du fait que que ce soit par le biais de la violence ou parfois par le biais d'une espèce de laisser-faire domestique, finalement la famille est toujours la première à être la victime du mal-alphaïsme. Je pense aussi que c'est pas un bouquin uniquement sur un mec et ses congénères masculins, parce que je voulais pas faire non plus un buddy movie, enfin un buddy novel, un buddy roman, je sais pas si ça se dit, mais j'avais envie aussi de parler de la transmission. Et presque au début, il y a ainsi quelque chose d'un peu presque étrange, c'est que en fait, je me suis mis j'ai mis le lecteur ou la lectrice dans la position de son male gaze, de son regard masculin à lui, c'est-à-dire que on voit d'abord ses potes, on voit d'abord son environnement masculin, et au bout du compte, au fur et à mesure, progressivement dans le livre, son regard s'ouvre aux autres, à l'altérité féminine. Et s'ouvre à un moment donné à un groupe de clowns motardes lesbiennes qu'il va pouvoir fréquenter, mais qu'il n'avait jamais vu auparavant. Donc tout d'un coup, c'est aussi la maladie, en dehors du fait que tout d'un coup il se trouve libéré de certaines injonctions et qu'il trouve ça pas si mal. En fait, la maladie va aussi lui permettre de voir ailleurs, de voir un autre horizon et de ne pas se suffire à lui-même, car c'est souvent cette suffisance, je trouve, qui caractérise en tout cas certains hommes qui sont suffisamment égoïstes pour ne pas avoir besoin des autres, et quelque part qui considèrent qu'ils n'ont pas besoin, qui sont dans un entre-soi, qui n'ont pas besoin des femmes, alors qu'ils s'appuient dessus pour pouvoir avoir justement une petite parcelle de pouvoir. Chloé, est-ce que vous accepteriez de nous lire le tout début de Falers pour qu'on entende un petit peu votre langue? Mais quoi? Le début. J'ai pas les lunettes. Mais je peux le faire si vous. Non, mais je vais le faire en le posant loin. Mais je fais quoi, le début? Oui, le début. Oui, simplement pour entendre la langue. Ah oui, parce que le début, c'est le début. Donc on est dans de la description. Alors. Ah bah non, mais je vais faire l'encadré déjà. Bah oui, voilà, comme ça, là c'est plus rigolo. Alors en fait, il y a un encadré pour commencer qui a un trigger warning et qui s'appelle « Calmez-vous, messieurs, ça va bien se passer ». Le trigger warning est un avertissement au public. Il prévient qu'une œuvre contient des éléments pouvant déclencher le souvenir d'un traumatisme. Personnellement, je ne suis pas pour, mais il faut tout envisager tant la situation est actuellement tendue. Certaines diront qu'une femme étant agressée sexuellement ou violée toutes les 7 minutes, ce qui se passe dans cette fiction relève du cathartique. Certains agiteront Freud. Les tout petits garçons connaissent, guillemets, l'intense angoisse de castration. C'est par égard pour eux que Strass s'est encadré. Merci Chloé. Tant la situation est actuellement tendue, je sens que c'est un passage important et qui résonne avec vos deux livres, car on le voit, j'aurais pu en parler en introduction, il y a une réaction viriliste et masculiniste à l'œuvre, à la fois dans Testostérore, à la fois dans Falers, et plus globalement évidemment dans la vie et dans le réel, incarné par un bonhomme chez vous, Luce, qu'on voit derrière, qui est le fameux Joe.
Ouais, mais pas seulement que par lui. Mais qu'il n'est pas seul. Bon, là, il est en mauvaise posture face à un des personnages les plus attachants de Testostérore, qui est Mecha. Voilà, parlez-nous un petit peu de la forme que vous avez donnée à cette réaction. En fait, du coup, c'est intéressant parce que je suis curieux de savoir comment vous avez bossé, vous aussi, parce qu'on enquête. Bon, on est des enquêteurs de salon, donc on va forcément sur Internet, etc. Et à un moment donné, effectivement, on va sur les sites Internet de masculinistes, on va chercher des vidéos. Et en fait, j'ai vu beaucoup de choses très intéressantes. J'ai pris énormément de notes. Et quand je me suis dit, j'attaque ce bouquin, en essayant d'être un peu, dénonciateur, et en mettant tout ce que j'avais vu sur certains sites, je me suis rendu compte que c'était affreusement peu drôle. Et qu'à un moment donné, il allait, pour pouvoir dénoncer justement la caricature masculine qui est devenue parfois. Il faut aller plus loin avec la caricature. Il fallait mettre de l'humour, et aussi pour un truc un peu simple, c'est aussi quand on travaille sur un bouquin, on travaille avec ses personnages. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen qu'on soit un peu empathique. Nous, avec les personnages, même les plus cons qu'il y a dans le livre, les plus insupportables qu'il y a dans le livre. Et le seul moyen, c'est de se dire, parce que peut-être que je suis un peu optimiste, je suis un fervent optimiste, que tout le monde a une possibilité de s'amender, en tout cas de changer, d'évoluer, ou de muter. Je ne sais pas quel est le bon terme au bout du compte, mais on est obligé. Il faut vivre avec ces personnages pendant un certain temps, donc il faut vivre avec des gens acceptables. Et moi, j'en avais marre de vivre justement avec les connards que je voyais sur les vidéos YouTube. J'en pouvais plus. À force, j'en pouvais plus. J'étais en train de devenir fou. Et je me suis dit non, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, que ce soit vraiment drôle, parce que c'est là où peut-être on peut avoir une arme contre ces groupes-là. C'est qu'il y a beaucoup de morgue, et que parfois un éclat de rire, ça peut faire exploser des bits. Et là, c'est une transition toute trouvée. Oui, parce que j'ai pas l'impression que les vôtres, ils sont prêts à s'amender et à muter le fameux club des virilitas. Non, parce que moi, le club des virilitas, c'est les ennemis des Fallers, et du coup, c'est les gros méchants. Et donc, il n'y a pas de rédemption possible, moi, chez les miens. Ils incarnent le pôle inverse, et c'est vraiment des très, très, très gros connards. Donc, il n'y a pas grand-chose à sauver chez eux. Mais c'est pareil, j'ai gratté sur Internet un peu. Et après, moi, je suis une fille. Donc, évidemment, je suis une fille qui a des positions féministes. Donc, je me fais traiter de féminazie, et j'ai droit à des sorties de route assez régulières dans la vraie vie. Donc, j'ai eu qu'à faire des copier-coller du réel, en fait, plus que d'aller faire des copier-coller d'Internet. Et puis après, on a aussi, je sais pas, par exemple, Emmanuel Todd qui a expliqué que le patriarcat n'existait pas en Occident. Donc, on a aussi des vrais gens qui nous donnent à manger, quoi. Voilà. C'est ça. Charles, je vais parler de Charles, juste lire un tout petit passage. Il a fondé le club des virilitas il y a quelques années, quand sa femme l'a quitté, non pas pour un autre homme, mais pour vivre sa vie sous l'impulsion coupable du féminisme ambiant. Charles n'en était pas à son premier dommage. Depuis MeToo, les emmerdes, c'était une déferlante. Ses anciennes assistantes lui envoyaient des avocats, ses ex-maîtresses des plaintes et la facture de leur psychanalyste. Ses employés de maison refusaient ses avances. L'une d'elles avait été jusqu'à oser le gifler. Donc Charles crée un club dans lequel il réunit un certain nombre de mâles alpha, et puis son petit-fils Rodolphe, qui va envoyer en mission spéciale commando pour séduire Violette afin, pense-t-il, de faire imploser la communauté des Fallers. Mais Violette va se rendre compte que c'est un purple fucker, et donc là, ça va pas se passer comme prévu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un purple fucker? Rappelez-le-nous, parce que peut-être que tout le monde ici... Non, mais surtout que c'est un mot que j'ai inventé dans le livre d'avant. Donc, Bien sûr.
En fait, le Purple Fucker, c'est le garçon qui se présente comme déconstruit, si possible dans un contexte où il y a plein de féministes. Et comme c'est le baiser de féministes, en fait. Enfin, il arrive masqué, c'est le loup dans la bergerie, et après, il fait ses courses tranquillou. Alors qu'en fait, il lit Philippe Solers, mais il le cache. Alors on le voit sur la planche suivante. Joe, il en est venu à fonder une secte, c'est ça, Luz? Oui, en fait c'est un coach sportif. Donc il y a très longtemps je voulais faire un bouquin sur les coachs de vie, les coachs sportifs. C'est-à-dire tous ces gens qui vous donnent des injonctions au bonheur. Et tout naturellement, je me suis dit que à la défaveur de cette épidémie, de cette pandémie qui oblige certains magasins à fermer. Donc le coach sportif se retrouve tout seul et commence à effectivement fonder une secte viriliste. Aussi parce que c'est aussi un des thèmes du bouquin, c'est-à-dire que j'avais envie de montrer, en me rapprochant de ces hommes-là, de montrer de quelle manière il y avait une espèce d'hystérie masculine, quelque chose dont on ne parle pas vraiment, parce qu'à cause du docteur Charcot, qui a essaimé cette idée d'hystérie féminine, mais l'hystérie masculine, on en parle assez peu, mais elle est pour moi, c'est une espèce d'évidence, le supportariat dans le sport, le fait de dépasser les autres, etc. Il y avait en tout cas la place pour un grand leader. Voilà. Et ce type était tout trouvé. Et je l'ai trouvé d'ailleurs dans un. Lui, c'est dans un. J'ai trouvé sa tête en grattant, parce que peut-être vous cherchez aussi dans les films, dans justement des références culturelles. Et moi, je l'ai trouvé dans un film je crois que c'est Kobayashi, Harakiri, où il y a un samouraï très 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 méchant. Il a vraiment cette allure un petit peu effrayante et en même temps ridicule, parce que c'est ça qui est assez intéressant de montrer, c'est que chez les masculinistes, chez ces mecs-là, c'est les gens qui ont des pectoraux dans le cerveau. En fait, c'est vraiment très ridicule. Il faut pouvoir en rire. C'est par exemple, si vous regardez, je me suis tapé des films à la con, genre Gladiator. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Gladiator. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Gladiator? Ouais. Je ne sais pas comment vous l'avez vu, mais si vous le voyez au premier degré, c'est vraiment. Mais si vous voyez au deuxième degré, c'est absolument hilarant. Je crois que Russell Crowe, c'est l'acteur le plus drôle, le plus comique d'Hollywood. D'après ce film-là, c'est un film qui a un manque total d'humour, et en fait, quand on prend un peu de recul, on se dit que c'est vraiment une énorme mascarade, et que peut-être que c'est la porte d'entrée pour parler de ces mecs-là, et peut-être se faire du bien aux militants et aux militantes qui travaillent pour une égalité des sexes un peu plus évidente. C'est peut-être bien de les faire marrer eux, et qu'ils n'aient pas le même sourcil français que ces types-là. D'ailleurs, on le voit derrière vous, le côté à la fois effrayant et ridicule. Ouais. Et après, dans la case d'après, il harangue la foule, et il dit, je ne sais pas si c'est dans le même. Oui, Spartiate ce soir, nous dînons en enfer. Alors pour ceux qui ont vu Gladiator, c'est piqué précisément dans Gladiator. Donc, regardez, vous voyez Spartiate ce soir, nous dînons en enfer. Quand vous voyez ça même sur Netflix, théoriquement, vous devriez vous fendre la gueule plutôt que de trouver ça, prendre ça au premier degré. Voilà. Alors, comme souvent chez vous, Chloé Delhomme, dans Fallers, on retrouve une sorte d'hybridation des genres, puisque vous mêlez à ce roman qui relève du revenge gore, par exemple, des petits textes qui relèvent un petit peu de l'essai, didactique. Je pense à John Wayne Bobbitt qui apparaît, ou encore à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est Maggie. Je pense qu'il faut qu'on fasse un sort à cet épisode extraordinaire de Maggie. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de cette série des années 80? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Il y en a qui voient, oui, les jeunes ne voient pas, c'est alors, normal. quand on parle qui a vu Maggie? Qui a vu Maggie? Magnifique. Ah, quand même.
Alors, qui a vu Maggie et Gladiator? Attention. Quand même. Et alors, quand on parle de quelque chose d'à la fois effrayant et ridicule, là, on est en plein Oui, dedans. là, on est en plein dedans. Bah, Maggie, c'était une série avec Rosie Vart, enfin avec des deuxièmes couteaux du théâtre de vaudevillesque, et qui passait à la télé le dimanche soir avant le film. Enfin, c'était après le journal ou un truc comme ça. C'était regardé par 7 millions de téléspectateurs. Donc, c'était vraiment un programme familial excessivement suivi dans toutes les chaumières. C'était les aventures d'une femme de 50 ans un peu fantaisiste. Alors un coup, elle avait une fuite d'eau, un coup, elle faisait du yoga, un coup, enfin voilà. Et parmi ces aventures diverses, eh ben, il y a un épisode où elle s'est faite violer. Voilà, qui est considéré donc comme voilà, une aventure. Et elle s'est faite violer par Jackie de Dorothée, qui n'était pas encore le Jackie de Dorothée, mais qui faisait Platine 45. Donc déjà, on se dit à quel moment, alors qu'on sait que pour une série, il faut des validations quand même, les scénarios, la prod, la chaîne, à quel moment l'histoire du viol, qui est juste une anecdote comique, personne ne tilde déjà, à quel moment on prend un mec qui fait déjà des programmes pour enfants parce qu'il faisait Vitamine, pour faire le violeur, on se redemande. Et dedans, il y a des... Enfin, du coup, j'ai scripté tout l'épisode. Dans le livre, les Fallers regardent l'épisode. Enfin, les aînés font découvrir ça aux gamines pour qu'elles comprennent ce que c'est que la culture du viol dans les années 80-90. Et il y a des sorties de route dedans qui sont magistrales, du genre... bah, Madame Maggie, je vais vous servir un cognac, parce qu'un petit cognac, il n'y a rien de tel quand on a été violé. Voilà, par exemple. Donc, c'est un ami archiviste qui m'a trouvé ce truc-là. Il était hors de question que je ne mette pas dans Fallers une... Parce que la culture du viol, c'est ça. C'est que c'est vraiment infiltré dans la pop culture. 7 millions de téléspectateurs, enfin, je veux dire 87. Je n'ose pas imaginer les filles et les femmes qui ont été victimes de viol, qui ont regardé cet épisode où c'était quelque chose de normal. Voilà. Donc, tant qu'à parler de culture du viol, je préférais le faire par le prisme de quelque chose d'excessivement populaire et ancré. Voilà. Et dans les incongruités scénaristiques, ils se mettent tous à réciter à la fin un poème d'Arthur Rimbaud. Oui, Sensation. en plus, on est chez les fous. Quand on sait l'importance d'Arthur Rimbaud pour vous, et en particulier du poème Ophélie. Oui, parce que le violeur Jackie est évidemment excusé. D'abord parce qu'il est amoureux de Maggie, donc c'est de la séduction, c'est pas de l'agression, je cite. La séduction à la française. Et aussi parce que c'est un poète. Il est zinzin et c'est un poète. Et donc, du coup, il cite Arthur Rimbaud et l'épisode finit sur... ils sont tous en randonnant et il cite Arthur Rimbaud. Voilà. La télé française de 87, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Voilà. Alors... Je reviens à vous, Luce. Je me posais la question en regardant certaines des planches, Jean Pat, Meka, Jo, etc., CB, qu'on n'a pas encore évoqué. Comment travaillez-vous? Comment viennent ces personnages physiquement? Est-ce que vous les visualisez de manière très précise ou plus ou moins floue avant même de commencer à travailler, ou est-ce que c'est la main qui décide? Ah non, c'est la main qui décide. À la fin, c'est la main qui décide. Mais d'abord, c'est des processus un peu étranges, en fait. Je ne sais pas pour vous comment on cherche un personnage aussi. En tant que dessinateur, on a cette complexité, c'est qu'il faut lui donner... faut lui donner vie, il faut lui donner des yeux, il faut lui donner un nez, il faut lui donner des oreilles. Mais ce qui compte avant tout, en tout cas pour moi, les personnages, c'est savoir comment ils vivent, c'est quoi leur passion, comment ils baisent, comment ils font caca, comment ils font pipi. C'est la même chose qu'on se pose, les mêmes questions qu'on se pose quand on voit le président de la République qui passe dans les travées. C'est un travail un peu aussi de kaléidoscope. J'en parlais tout à l'heure pour le personnage lui-même en tant qu'homme, un kaléidoscope de tous les hommes. Et moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour le personnage de Jean-Pat, j'ai convoqué des gens de ma famille. J'ai convoqué aussi ce truc un peu bizarre, c'est qu'au sortir de Vernon Subutex, j'avais vécu pendant 4 ans avec une bande que j'aimais beaucoup.
une bande de personnages que j'aimais beaucoup et j'avais du mal à les quitter. Et je sais qu'à un moment donné, Jean Pat, c'était un type qui était dans la nouvelle économie et qui était en fait, j'avais pris Vernon Subutex, le personnage de Vernon Subutex, et je lui avais mis une coiffure je me suis dit, tiens, ça se trouve c'est un bon acteur, et non, c'était un mauvais acteur. Il fallait que je trouve autre chose. Et il y a un personnage dans Vernon Subutex qui s'appelle Xavier, qui est un personnage aussi de type un petit peu mal alpha, gentillet mais paumé dans son truc amendable, on va dire. Je ne sais pas si ce terme est acceptable, mais en tout cas c'est le seul que j'ai trouvé pour mes personnages. Et je me suis dit, peut-être lui, je vais pouvoir l'utiliser. Donc il y a un petit peu de personnages préexistants dans Jean Pat. Il y a un petit peu de mon oncle qui vendait des autoradios. Il y a un petit peu des gens que j'ai croisés. Il y a aussi un petit peu des voisins, des amis. C'est un petit peu un mélange de plein de choses. Il n'y a pas de règles. Mais c'est justement ça qui est excitant dans la fiction, c'est que du coup, tout est à réinventer et en même temps, on met 50% de soi, 50% d'autre chose. Alors vous, Chloé, vous l'évacuez, cette question de la caractérisation physique, assez vite dans le livre. La couleur de ses cheveux n'a aucune importance, pas plus que sa corpulence et le pigment de sa peau. Ce qui compte, c'est qu'elle erre, ne sait plus où aller, son sac de toile en bandoulière. Oui, parce que je voulais que Violette soit, que la lectrice ou le lecteur puisse projeter le plus aisément possible. Et donc, j'ai fait ce choix de ne rien donner. Mais par contre, on a toute sa backstory, toutes ses pensées. Mais la corporalité de Violette n'importe pas, parce qu'elle se fait emmerder dès le début du livre dans la galerie marchande par un importunateur. Et qu'en fait, quel que soit le physique de la jeune femme ou de la femme, elle a droit à peu près aux mêmes choses, quoi. Donc... L'importunator, il apparaît dans ce livre ou il était dans les précédents? Je ne le connaissais pas encore, celui-là, comme ah non, personnage du bestiaire. Oui, il a été catégorisé pour Fallers, celui-là, ouais. Ah, il est assez magnifique. Ouais. J'ai mis une planche derrière Luz, parce que, alors il est question d'une belle et grande demeure chez Chloé Delhomme, celle du repère des Fallers. Mais on a toujours aussi, besoin de bourgeois. Il y a toujours un bourgeois quelque part. Et alors chez vous, le pauvre Jean Pat, il est à la recherche de son fils Jean-Claude, parce que ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé de Jean-Claude, il faudrait peut-être en dire deux mots. Oui, Jean-Claude, qu'on appelle Jean-Claude dans la famille, et puis qui se fait appeler aussi Claude. Qui est le fils de Jean Pat, avec lequel il a du mal les deux ont du mal à communiquer. Et c'est aussi un truc que je voulais traiter, c'est-à-dire la transmission. C'est-à-dire, je reviens sur cette histoire de jacuzzi, c'est un peu dégueulasse cette histoire de jacuzzi, je suis désolé, c'est la seule image qui m'est venue là tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui reste d'homme en fait, qu'est-ce qu'on transmet d'homme à homme, et du coup, ce garçon un petit peu perdu, aussi peut-être un petit peu happé par les réseaux sociaux et par un besoin de groupe, va se rapprocher justement de cette secte viriliste, et alors qu'on n'a vraiment pas l'impression que c'est sa tasse de thé, mais il va se rapprocher de cette secte viriliste, alors que de l'autre côté, il y a son père qui est en train de se débarrasser de ses injonctions virilistes, et du coup cette espèce de vase communicant, c'est-à-dire que l'un se rapproche de Zemmour tandis que l'autre se rapproche de Chloé Delhomme, et comment faire, voilà. Et du coup c'est aussi une quête où ce père essaye de rattraper le coup auprès de son fils. Il voit qu'autour de lui ce groupement est dangereux, mais c'est aussi l'occasion de faire des planches comme ça qui sont très 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 stupides, où on peut rajouter
On peut rajouter tout et rien. Alors par exemple, effectivement, il y a des dédicaces Bec BD, Zemmour, Finky et Booba. Alors je sais pas lequel des quatre ne sera pas là au salon du livre, mais du coup il y a aussi à la librairie des Gonades. À la librairie des Gonades, ah oui, merci, tu te rappelles. À la librairie des Gonades, il y a aussi ce truc qui était marrant de traiter, c'est de faire de travailler sur les slogans, de travailler sur le langage, parce que c'est aussi énormément de langage dont on parle, c'est pas uniquement de positionnement politique. C'est-à-dire que évidemment les gamins, en tout cas ce que j'ai vu, même aussi autour de moi, c'est-à-dire quand les jeunes garçons sont attirés par ces mouvements alpha, ça passe pas mal par les réseaux sociaux, ça passe pas mal par la langue, et donc j'avais envie de tordre cette langue, et puis en tout cas de trouver des slogans qui étaient en tout cas qui nous faisaient rire, pour pouvoir voir en face les slogans qui nous font pas rire en face. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, se donner des lâcher un petit peu enfin c'est toujours un peu bateau de dire ça, mais c'est de rire un bon coup avant de continuer le combat. Voilà. Et alors, s'il est question de transmission père-fils dans le livre de Luz, et même d'ailleurs de règlement de compte, bon, on n'aura pas le temps d'en parler, mais entre Jean Pat et son père, avec un superbe règlement de compte final. Chez vous, Chloé Delhomme, la transmission se fait plutôt de manière horizontale. Hein. Oui. Les mères, les mamans sont évacuées au profit des sœurs, des camarades. Ouais. C'est sororal, c'est sororité ni fille ni mère, c'est horizontal. Il y a deux aînés, Sidonie et Marcia. Sidonie qui est la propriétaire du QG et Marcia qui est la plus active, on va dire, en recruteuse. Mais tout est à l'horizontale, c'est l'utopie parfaite en somme. Et elle forme un groupe, et c'est justement dans ce groupe que Violette prend place en tant que bassiste, mais aussi en tant que chanteuse et autrice. Et on retrouve donc dans Fallers un certain nombre de paroles de chansons, et même, me semble-t-il, une chanson entière à la fin. Oui, il y a 4 chansons entières. Hein. Qui sont donc les chansons qu'on retrouve en partie sur votre... Sur Sentiment Négatif. Sur Sentiment Négatif. Et dedans, il y a Ouin Ouin Boogie. Il y a Ouin Ouin Boogie. Et alors j'avais une question, parce que je vois qu'il reste 1 minute, Chloé Delhomme, ouais, ça se passait à la vitesse de l'éclair. Est-ce qu'il y aura bientôt justement des événements publics où vous allez jouer et chanter? Alors je ne vais pas chanter, mais il y aura les chansons. D'accord. Quand même. Il y a une astuce. En fait, le 27 avril, qui est un samedi, à la Ménagerie de Verre, de 16h30 à 23h, on fait le Fallers Club avec Point Féminisme. Donc, en fait, il va y avoir des poétesses, une table ronde sur les VSS, un entretien sur Fallers, des revues de poésie féministe, une association aussi, et la lecture musicale de Fallers avec mes musiciens du disque. Et 2 DJ à la fin. À la fin, ça danse. Voilà, c'est le 27 avril, il faut venir. Eh bien, rendez-vous est pris, et surtout, il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir donc dans Fallers, publié chez Point Seuil, collection inédite, Point Féminisme, pardon. Et puis donc Testostérone de Luz chez Albin Michel. Vous allez retrouver et Chloé et Luz en dédicace là au sortir de la scène sur vos stands respectifs. Luz, c'était évidemment une vraie joie de vous retrouver en public et au contact de vos lectrices et lecteurs. Merci beaucoup également, Chloé Delhomme. Merci beaucoup. Et là, alors juste, j'en profite, hein. Non mais sans déconner, parce que là on est en débat, tout ça, de toute façon on s'en fout, de toute façon, ah si, il y a Ovidie après. Non mais juste pour dire que c'est juste, on se connaît pas avec Chloé, on s'est vu pour la première fois, on connaît nos travaux respectifs, et on était vraiment sur le cul de découvrir à quel point on était complémentaires sur nos ouvrages, et du coup
je pense, bon, je dirais pas, n'achetez pas l'un sans l'autre parce que c'est pas ça. Mais en même temps, il y a vraiment d'étranges passerelles qui nous ont pas mal marqué. Donc peut-être que vous les retrouverez aussi. Voilà, c'est juste ça. Ça dérange un peu. C'est bon. Bon, bah, bien. Je tiens, je la garde. À bientôt. Au revoir.